Chers collègues, permettez-moi de vous présenter le diagnostic radiologique des hématomes intracérébraux spontanés. Bien évidemment, la clinique ne permet pas de les distinguer des infarctus cérébraux et le diagnostic il est réalisé à l'aide de différentes techniques d'imagerie. Et la première technique et le premier examen à demander, bien évidemment, le scanner cérébral. Du fait de sa disponibilité dans les différentes structures hospitalières et du fait de sa bonne sensibilité et spécificité. Et l'image au niveau du scanner apparaît comme une hyperdensité spontanée, homogène, ronde ou ovalaire à bord net dès les premières minutes de l'hémorragie, sauf chez les patients anémiques où l'hématome apparaît isodense. Donc l'intérêt de ce diagnostic, de ce scanner cérébral est de préciser la taille et la localisation de l'hématome, d'objectiver les calcifications lors d'une malformation vasculaire, permet aussi de mettre en évidence l'œdème cérébral qui peut orienter vers une tumeur et l'effet de masse parfois avec effacement des sillons corticaux et déplacement de la ligne médiane voire l'engagement. Et il permet aussi de mettre en évidence l'inondation ventriculaire, voire une hydrocéphalie. Donc, comment calculer le volume de l'hématome? Donc, selon la formule de Cotaré, qui a utilisé A fois B fois C sur 2, donc, où A est le diamètre le plus large de l'hématome en centimètres, qu'on voyait ici dans cette image de scanner, en coupe axiale, et B est le diamètre perpendiculaire à A, dans la même coupe, en centimètres bien évidemment, et C est l'épaisseur de l'hématome. Comment calculer l'épaisseur de l'hématome? Alors à ce moment, on se rappelait à compter le nombre de coupes sur lesquelles l'hématome est visible, et on le multiplie par l'épaisseur des coupes, c'est-à-dire entre deux coupes. Combien cette épaisseur? Donc si on prend par exemple pour bien élucider cette formule et ce calcul, donc on va vous donner un exemple. Par exemple, si on prend A égale à 5 cm, B égale à 4 cm et C, si par exemple on compte le nombre de coupes dans lequel l'hématome est toujours visible, et on trouve 6, alors qu'on a entre deux coupes 0,5, à ce moment C égale à 3. Et 5 fois 4 fois 3 sur 2, elle est égale à 30 cm3 ou bien millilitres. Donc, une des limites du scanner, bien évidemment, c'est la difficulté à différencier les séquelles d'un hématome de celles d'une ischémie. Une autre chose qui me paraît très importante aussi, c'est qu'un scanner cérébral doit être bien analysé et scrupuleusement interprété pour détecter une hémorragie minime, c'est une hémorragie méningée minime, pour ne pas passer à côté d'un anévrisme, car l'évacuation chirurgicale arbitraire à ce moment sera catastrophique. Le scanner cérébral reste aussi un moyen de surveillance. Donc après les premiers jours, l'hyperdensité s'atténue graduellement, tandis qu'apparaît un halo hypodense qui traduit la réaction œdémateuse. L'injection de produits de contraste n'est utile que pour dépister une tumeur ou une malformation vasculaire. Donc ici, je vous montre rapidement des scanners cérébraux qui montrent la localisation de l'hématome. Par exemple, ici on a un hématome thalamique droit avec inondation ventriculaire. On voit ici il y a du sang à l'intérieur du ventricule qui arrive même jusqu'à 4e ventricule. Ici, c'est des scanners montrant des hématomes à des stades différents. Par exemple, ici, on voit un
un hématome lenticulo-insulaire droit qui est aigu. Vous voyez l'hyperdensité, il est importante et il est vive. Par contre, ici, c'est un hématome subaigu au niveau temporal gauche postérieur qui est en cours de résorption. Vous voyez l'œdème et l'hypodensité et autour de l'hématome, autour de l'hyperdensité. Ici, c'est un hématome frontal gauche on peut dire chronique. Vous voyez l'halo ici. On dirait qu'il y a un halo ici, avec hypodensité à l'intérieur. Donc, deuxième examen à demander, et qui est étude pour le diagnostic des hématomes intracérébraux, c'est l'IRM cérébral, qui est devenu de plus en plus utilisé dans le bilan des hématomes intracérébraux. Il a aussi une bonne spécificité et sensibilité dans le diagnostic des hématomes. Même si leur aspect en IRM dépend de nombreux facteurs comme le champ magnétique et l'ancienneté de l'hématome. Donc il faut savoir que le signal de l'IRM est un petit peu complexe à interpréter et que ça dépend du stade de dégradation de l'hémoglobine. Initialement, et ici, les produits de dégradation de l'hémoglobine ont des propriétés magnétiques différentes qu'il faut bien connaître. Donc, initialement, on a l'oxyhémoglobine, on a intracellulaire qui apparaît iso ou bien hypo T1 ou hyper T2 au niveau à la première, à trois premières heures. Par contre, la désoxyhémoglobine de H3 jusqu'à H24, il apparaît iso-T1 et hypo-T2. Et les méthémoglobines, s'il est en intracellulaire, il apparaît hyper-T1, hypo-T2. Et s'il est extracellulaire, à ce moment, il apparaît hyper-T1, hyper-T2. Et l'hémosidérine à un stade ultime, il apparaît hypo-T1 et hypo-T2. Donc, c'est ce comportement des produits, si on peut dire, de dégradation de l'hémoglobine sur le champ magnétique est très important à connaître. Parce que ça va nous faciliter la compréhension du comportement de l'hématome durant les différentes phases. Si on commence par exemple par la phase hyper aiguë inférieure à 6 heures, à ce moment l'hématome prend les aspects suivants selon la séquence et selon la composition bien évidemment. Par exemple sur séquence T1, le centre de l'hématome il est riche en oxyhémoglobine, donc il est iso-T1. Et la périphérie elle est riche plus ou moins en désoxyhémoglobine, elle aussi elle est iso-intense. Et bien sûr l'œdème il est toujours situé autour de l'hématome, il apparaît hypo-intense, hypo-T1 bien évidemment. Par contre sur les séquences T2, flair et diffusion, le centre il est hétérogène, donc il est iso, soit hyper intense. Par contre, la périphérie il est hypo-intense et la zone œdémateuse qui entoure l'hématome, elle apparaît hyper intense. Au niveau de l'IR, par exemple, cette image que je veux vous montrer ici, et qui montre une IRM flair à 3e heure, réalisée à la 3e heure. Donc, il montre une image un petit peu hétérogène au niveau capsulaire, capsulothalamique gauche, qui montre une hypo-intensité en périphérie. Par contre, au niveau central, elle est hétérogène, avec un petit peu d'œdème qui est autour. C'est un petit peu flou, on n'arrive pas à bien déterminer. Donc, sur les séquences écho de gradient, donc l'hématome, au niveau du centre et au niveau de périphérie, il est hypo-T2. Donc, ça, c'est bien clair. Et l'intérêt de cette séquence est important parce que même quand on n'arrive pas à voir sur les autres séquences basiques T1 et T2, des stigmates, des hémorragies, des pétéchies, on les voit dans les échos de gradient comme vous le voyez ici. Ici, on n'arrive pas à distinguer
des stigmates de saignement. Par contre, ici, on arrive, voyez l'hypo-intensité au niveau basal et ici au niveau du pont et au niveau du cervelet. La phase aiguë, entre 6 heures et 4 à 5 jours, l'hématome, à ce moment, il est riche en désoxyhémoglobine, donc il paraît iso T1 et hypo T2. Sur la phase subaiguë, entre 6e jour et 3 semaines, l'hématome, il apparaît en hypersignal sur les séquences T1 et T2, parce qu'il est riche en méthémoglobine. Par contre, sur les séquences T2, l'hématome, il reste en hyposignal, il est un petit peu hétérogène. L'œdème disparaît progressivement. L'IRM écho de gradient 6e jour, par exemple, je vous montre ici une IRM écho de gradient 6e jour, donc qui montre une image hémisphérique gauche hypo-intense qui touche le cortex et avec présence de certaines images à côté, hypo-intense, arrondie de petits volumes. Donc à la phase chronique, là c'est l'hémosidérine, donc à ce moment l'hématome se transforme en hémosidérine intracellulaire et ça provoque un hyposignal sur les séquences T2 et T2 étoiles avec un isosignal sur les séquences T1. Donc il faut, là je vous montre ce tableau qui est d'une grande importance parce qu'il récapitule un petit peu les aspects évolutifs des hématomes intracérébraux au niveau du scanner et au niveau de l'IRM. Donc il faut bien l'apprendre ce tableau parce qu'il est très important. Donc il faut savoir aussi que l'intérêt de l'IRM cérébral réside dans l'hématome intracérébral réside surtout dans le diagnostic étiologique, pour faire un diagnostic étiologique de l'hématome. Donc, lors d'une recherche d'une angiopathie hypertensive, une angiopathie amyloïde ou un cavernome, métastase, tumeur primitive, thrombose veineuse cérébrale, MAV, fistule, anévrisme. Et l'angiographie cérébrale vraiment n'a pas de place dans la phase aiguë, sauf dans une seule indication, lors d'une suspicion d'une malformation vasculaire avec une décision de chirurgie. Donc c'est à ce moment où il reste l'examen de choix pour diagnostiquer les MAV, les fistules et les anévrismes. Donc ici je vous montre des images d'IRM qui montrent l'évolution de l'hématome sur les séquences T1 et les séquences T2 dans les différentes phases chronologiques. Vous voyez qu'au niveau de l'IRM, séquence T1 qui n'a pas vraiment d'intérêt dans la phase aiguë. Ici je vous montre quelques étiologies rapidement, les plus fréquentes et que vous rencontrez le plus souvent dans votre pratique courante. Par exemple ici dans un contexte d'un sujet âgé avec HTA comme antécédent et lorsqu'on arrive à trouver un hématome profond, donc à ce moment c'est en rapport avec angiopathie hypertensive et donc rien à faire sur le plan chirurgical, thérapeutique chirurgical. Donc ici c'est angiopathie amyloïde qu'on arrive à confirmer par l'IRM comme on vient de dire. Et c'est ici que réside l'intérêt de l'IRM. Ici c'est la métastase qui est bien confirmée par l'IRM. Ici un aspect très particulier que vous voyez ici, c'est un aspect de popcorn au niveau, avec un saignement à côté au niveau du tronc cérébral. C'est un hématome protubérantiel à côté, c'est en rapport avec un cavernome.
Et vous voyez ici l'aspect clair d'un cavernome cortical et sous-cortical gauche. Merci pour votre attention.